Voilà, vous l'avez vu dans le programme de ces tribunes de la presse, il y a un certain nombre de séquences qui sont intitulées Les confidences de. On a demandé à un certain nombre de personnalités en fait, de réagir aux débats qui ont lieu ici sur cette scène. Voici de nouvelles confidences, celles de Franz-Olivier Gisbert. Et pour prolonger effectivement le débat précédent, on va accueillir maintenant celui qui dirigea notamment le Nouvel Observateur, Le Figaro et Le Point. Il est l'auteur d'une quinzaine d'essais politiques et quasiment beaucoup plus encore de romans. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, on vous entend assez faiblement, en tout cas moi je vous entends assez peu. On va essayer d'arranger le son. Ah, je vous vois en plus, tout va bien. Je suis très loin, je suis à Marseille. Ah, vous êtes à Marseille, d'accord, très bien. Oui, c'est vrai. Vous dirigez toujours la Provence ? Non, c'est je fini. suis, vous savez, je suis retraité. Un retraité très occupé, j'écris des livres. Alors, Franz-Olivier Gisbert, il y a quelques instants sur cette scène, s'est tenu un débat qui est intitulé Médias et politique, je t'aime, moi non plus. D'abord, est-ce qu'il est sain de se poser cette question du rapport entre journalistes et politiques, sachant que les deux font déjà l'objet de défiance de la part d'une majorité de Français ? Je trouve que c'est absolument sain, et je pense qu'on ne le fait jamais assez. Il faut le faire tout le temps. Je crois que c'est un sujet, c'est-à-dire de toute façon, il n'y a pas que la politique, c'est-à-dire le média, par définition, c'est un contre-pouvoir, et il y a des pouvoirs, évidemment, qui tentent de mettre la main, d'orienter, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est un combat permanent. Moi je dis toujours, le journalisme, c'est un combat. C'est un combat permanent pour la liberté, l'indépendance, avec les actionnaires, avec les pouvoirs sur lesquels on écrit. Et, parce qu'on parle du pouvoir politique, il y a aussi le pouvoir économique. Enfin, il y a plein de pouvoirs. Il y a le pouvoir publicitaire, il y a plein de pouvoirs. Il y a le pouvoir aussi, d'une certaine manière, le pouvoir de l'opinion. C'est un jeu du chat et de la souris, un peu, entre les deux, non ? Ah, ça, c'est une expression que j'emploie tout le temps pour le rapport avec le politique. Alors, c'est plus le rapport avec le politique. Ouais, remarquez, c'est pareil aussi avec l'économique. C'est-à-dire, l'idée que voilà, ce serait immuable, c'est une idée idiote. Et on se rend compte d'ailleurs dès qu'on rentre dans ce métier. C'est un combat de tous les jours, de tous les instants, et c'est tout à fait normal et sain. Moi, je fais partie des journalistes, d'ailleurs, qui ont toujours considéré normal de se faire engueuler, de prendre des avoinés de la part des politiques, et d'ailleurs parfois des abonnés qui sont tout à fait justifiés, légitimes, et on s'excuse, et à ce moment-là on publie des précisions, ce que font d'ailleurs un certain nombre, ce que faisaient autrefois, parce que l'attitude est en train de se perdre, mais des grands journaux comme le New York Times publiaient les rectificatifs, etc., avec peut-être une petite réponse derrière de journalistes s'il le souhaite ou s'il le veut, mais je pense que c'est, comment dire, l'idée que vous teniez de chat et de souris, je trouve que ça s'applique absolument à notre métier. Et je répète, le journalisme, c'est un combat de tous les instants. Ça ne nous est pas donné. L'idée que, voilà, on est journaliste et après, d'une certaine manière, ce que croient souvent les nouvelles générations quand elles arrivent, et on a tous les pouvoirs. Non, il faut se battre pour exercer notre pouvoir. C'est étonnant ce que vous nous dites parce que vous disiez effectivement que vous avez eu cette réputation d'être dans le combat effectivement avec les politiques, de vous engueuler avec eux également. Et dans le débat précédent, on disait finalement les journalistes français ne sont pas assez percutants, piquants, ne vont pas assez au combat avec les politiques parce que simplement dans une conférence de presse par exemple avec Emmanuel Macron, public, on a peur finalement de se prendre une aboinée devant tout le monde et que ce n'est pas très agréable. Est-ce que ça vous semble être un argument suffisant ? Oui, c'est vrai, c'est un peu. Alors, c'est vrai que moi, j'ai travaillé un temps aux États-Unis et je me souviens, c'était du temps de Ronald Reagan, il y avait un journaliste américain, le nom va me revenir, avec des gros sourcils noirs et qui posait des questions horribles dans les conférences de presse. Bon, on peut dire que c'était un jeu de rôle, mais en même temps, il posait des questions que souvent on n'osait pas poser. Je pense effectivement, dans ces conférences de presse, ce serait bien qu'il y ait de temps en temps des têtes brûlées. Si vous voulez, moi, c'est vrai que j'ai, comme journaliste, je vais vous dire une petite confidence, mais c'est vrai que j'ai assez peu participé à des conférences de presse parce que j'avais honte. J'avais honte des confrères. J'avais honte de ce côté
mielleux, courtisan, etc. Et c'est vrai que j'avais toujours une espèce d'agacement. Les quelques conférences que j'ai faites, alors ce que j'ai fait, je reconnais, j'ai fait la dernière conférence de presse de pratiquement tous les présidents, parce que bon, c'était un peu un événement. Mais je trouvais que l'exercice de la conférence de presse, avec cette espèce de complaisance, bon, ça commençait avec le général de Gaulle, c'était complètement dingue, qui prévoyait les questions à l'avance et qui montrait à un moment donné un journaliste au loin en disant, en demandant voilà, qu'il lui pose la question, évidemment, qui était prévue. Je pense que, ouais, je répète, moi je pense que ce métier, il s'exerce toujours bien dans le combat, mais c'est pas le combat permanent, parce que quand vous dites chat et souris, c'est très juste, parce qu'il y a aussi un moment parfois de séduction ou d'attente. On est en attente, on attend l'information. Vous voyez, on est comme le chat qui attend que la souris sorte, parce que le chat n'est pas, c'est parfois le journaliste aussi. Hein, c'est Et quand on vous se, dites chat et souris, François-Olivier on Gisbert, intervient tous les et, rôles, chacun son rôle, comme content. et on se manipule mutuellement. Absolument, ça c'est important aussi, bien sûr, c'est la manipulation. Mais ça, c'est notre travail, c'est le travail des politiques ou des patrons, ou des. Enfin, je veux dire, il faut voir aussi les choses. Il ne faut pas réduire le journalisme juste au rapport avec le politique. Parce que on a affaire à des pouvoirs en permanence, toutes sortes de pouvoirs. Et c'est normal, c'est la vie, et je trouve que on doit, comment dire, l'accepter parce que on vivra jamais dans un monde de bisounours. Enfin, peut-être qu'on vivra un jour dans 2000 ans ou 3000 ans dans un monde de bisounours, mais je crois pas. Je pense que c'est un peu une sorte de rêve que nous avons, mais ça marchera jamais comme ça. Je répète, l'indépendance est une conquête. C'est le seul bien qu'on a. Quand on est journaliste, c'est l'indépendance, c'est-à-dire la crédibilité qu'on peut avoir. Et la crédibilité auprès du lecteur. Moi, franchement, c'est ça qui est important, la crédibilité auprès du lecteur. C'est pas la crédibilité, je vais me faire mal voir, mais la crédibilité, par exemple, auprès de la rédaction ou auprès de la communauté des journalistes. C'est la crédibilité auprès du lecteur. Quand le premier gouvernement Hollande est constitué, lui-même est en couple avec une journaliste de Paris Match, et 4 de ses ministres sont à l'époque en couple avec des journalistes. Est-ce que c'est choquant ou finalement normal pour des gens qui se fréquentent quotidiennement? Ça ne me choque pas. Ça me choque pas. C'est normal, mais il faut qu'on le sache. C'est-à-dire, ce qui est pas bien, c'est la relation en loose day, et puis il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire que, voilà, c'est la vie, on se rencontre, on s'aime. Moi, vraiment, je trouve qu'on va pas rentrer dans un système où on n'a pas le droit de se fréquenter. C'est absurde. On ne doit pas fixer des interdictions. Ce qui est vrai, c'est que, bah oui, bah, tu es en couple, bon, bah, tu as terminé la politique, tu vas aller autre chose, tu vas faire autre chose. Ça, c'est une règle que. Oui. Il faut se fixer, évidemment. Ça, tout le monde devrait faire ça. Il y a une période où des gens ayant des relations avec des politiques, avec des grandes émissions de télé, ou d'une certaine manière, oui, quand il présentait le journal, par exemple, bah, on voyait la gueule de la personne avec qui il vivait. C'est pas sain. Ouais. Il y a un petit côté République bananière. Mais on est sorti de là, je pense, heureusement. J'ai été un journaliste connivant, c'est ce que vous écriviez dans l'avant-propos de votre livre, oui, sur Nicolas Sarkozy, paru en 2011. Comment être finalement connivant et indépendant et pratiquer ce que vous appelez la stratégie de l'intime? On ne peut pas connaître la classe politique sans la fréquenter, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous dites? Ben, oui, c'est-à-dire, je sais qu'il y a une idée aujourd'hui mais ça, c'est une idée peut-être d'ailleurs assez ancienne, mais il ne faut pas s'approcher trop de la classe politique parce qu'on risque de se faire influencer. Et l'idée, vous savez qu'on va bien décrire quelqu'un si on ne le voit pas. C'est absurde. Mais ce n'est pas vrai seulement pour le journalisme politique, c'est vrai pour toutes les formes de journalisme. C'est-à-dire que ce soit un patron, que ce soit un acteur, que ce soit un romancier, et il faut le voir si on veut le portraiturer. Alors, quand je dis connivence, ça veut dire que on doit voir et on doit inspirer confiance. Je pense que c'est une sorte d'échange. Voilà, et il faut inspirer confiance. Si on est un journaliste qui n'inspire pas confiance, par exemple, l'idée, moi, bon, je m'en foutais totalement, mais quand j'ai fait ce livre sur Chirac, qui a eu beaucoup de succès, la tragédie du président, bon, tous les confrères me sont tombés dessus, ce qui est normal dans ce métier, qui a un peu de jalousie, qui a un peu d'aigreur. Je m'en foutais, d'ailleurs, je n'ai même pas répondu à ça. Et qui disait, mais il a trahi. J'ai jamais trahi. J'ai jamais trahi, c'est-à-dire que
Moi, c'est vrai que j'ai été professionnellement un peu élevé aux États-Unis, où vous avez un système qui fonctionne très bien. Vous avez ce qu'on appelle le deep underground, c'est-à-dire la grosse info énorme. Et d'ailleurs, très souvent, j'ai fréquenté par exemple Walter Mondale ou Ronald Reagan ou des gens comme ça. Bon, ils vous disent ça, c'est deep underground. Donc, ça veut dire ça, vous ne le dites pas. On peut peut-être le dire dans 10 ans ou dans 20 ans, mais vous ne le dites pas là, maintenant, c'est terminé. En revanche, il y a ce qu'on appelle le off the record. Et le off the record, et que j'ai beaucoup pratiqué, vous prenez des notes pendant que la personne parle. Donc ça veut dire que vous allez l'écrire un jour. Et c'est à vous de décider du moment où vous allez publier ces informations. Et évidemment, si c'est trop tôt, eh ben, vous perdez cette source. Et ce qui est toujours embêtant dans notre métier, c'est quand on perd une source, on en perd beaucoup derrière, parce qu'il se dit que il n'est pas fiable, etc., il n'est pas sérieux. Mais en revanche, ces informations, quand vous gardez, moi j'ai eu la manie de prendre des notes sur des cahiers pendant des années, j'en ai toujours plein d'ailleurs, des cahiers, ils sont là d'ailleurs. Et c'est absolument intéressant quand on regarde des années après, bon, il y a des choses qu'évidemment qu'on ne pouvait pas mettre, qu'on ne pouvait pas publier, disons, 2 ans après, 3 ans après, mais qu'on peut publier 10 ans après ou 15 ans après. Et si vous voulez, ça, c'est un bon système. C'est un système qui fait que on peut rentrer, disons, dans la source, enfin, avoir un rapport avec elle. Il faut qu'elle ait confiance. Et puis, bon, ben, c'est à nous d'établir quand on peut. Et évidemment, la démarche qu'on doit avoir, évidemment, c'est d'essayer de publier les choses le plus tôt possible, de ne pas les garder. Mais, vous voyez, il y a, comment dire, une sorte d'autonomie quand même du journaliste. Et ça, je l'ai constaté souvent aux États-Unis. Je vois ces gens comme ça, ils prennent des notes, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais enfin, de toute façon, un jour, ça sort. Ça sort d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'on travaille bien. Quand je dis journaliste connivant, c'est une forme de provocation, bien entendu. C'est-à-dire l'idée que la connivence, c'est pas bien, ça veut dire il faut pas les voir. Moi, je les vois. Alors, je les vois, je les ai toujours vus, je les ai vus à déjeuner, c'est un moment important, si je parle des politiques, mais j'ai Ouais. fait ça aussi avec d'autres, Mais aussi avec les des dîners, acteurs aussi. mais aussi les dîners, François Gisbert, et c'est ce que vous reprochent certains confrères. C'est-à-dire que dans le dîner, évidemment, c'est pas la même ambiance. Attendez. Mais les confrères, ils vous reprochent surtout d'avoir fait des livres qui se vendaient bien, parce qu'il y avait des informations dedans. Et Ouais. ces informations, vous les avez effectivement en déjeunant, en dînant. Alors effectivement, ces confrères parfois allaient un petit peu plus loin en disant j'ai vu ça, je trouvais ça très con, moche et nul. D'ailleurs, je signalais, mais évidemment, il n'y a pas eu de démenti après. Faire croire que je passais des vacances avec. C'est pas vrai. J'ai jamais passé de vacances avec un homme politique. Jamais, jamais. Ce qui est vrai, c'est que j'ai jamais refusé ni un déjeuner, ni un dîner. C'est normal. Je cherche l'information. J'ai toujours cherché l'information. Alors, les confrères, oui, quand vous dites, ils vous reprochent. Oui, mais ils ont commencé à me reprocher ça quand, ils voyaient que le livre faisait 400 000 exemplaires. Alors là, évidemment, c'est normal. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas un débat très intéressant. Parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous, on parle, comment dire, pour parler bien d'un sujet, bah, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut le voir. Voilà, moi, c'est ma théorie. L'idée que, je sais que c'est la vision d'un certain nombre de confrères, mais enfin, c'est une illusion, c'est absurde, c'est de se dire, voilà, je vais écrire depuis ma chambre, je ne vais pas sortir, etc. Les seuls trucs que je ferai, c'est que je reprendrai, d'ailleurs, tel quel, les rapports de police ou les procès-verbaux des magistrats qui vont me filer. Voilà. Mais ça, c'est pas une façon d'approcher la réalité. Vous savez très bien. Parce que d'abord, dans ces procès-verbaux, il y a beaucoup d'erreurs, faut checker, il faut vérifier. Enfin, tout est un problème, de toute façon, en plus de vérification. C'est-à-dire, moi, si j'ai une information importante dans un déjeuner ou dans un dîner, quelque chose que j'ai arraché comme ça, vous savez, quoi, quand les défenses sont un peu tombées, bon, mais cette information, je ne vais pas forcément la publier tout de suite parce que je vais vérifier, il faut vérifier. Et c'est l'idée qu'on doit s'enfermer dans une chambre de bonne, loin de tout, et que finalement on doit reprendre les communiqués ou les rapports, je répète, les procès-verbaux de magistrats ou les rapports de police. Moi, enfin, je comprends pas. Comment dire, c'est une dérive de ce métier. Vous voyez, il faut revenir à des choses saines. Les choses saines, c'est de voir les gens dont on parle, qu'ils soient ministres, acteurs, sportifs, etc. Mais c'est normal.
faut avoir assez confiance en soi aussi. C'est-à-dire de ne pas penser que c'est parce qu'on les voit qu'on va être corrompu ou que voilà, on va résister, comment dire, on va tomber sous le charme. Parce que vous savez, enfin, comment dire, c'est une attitude à avoir dans la vie. On n'est pas obligé de tomber sous le charme. François-Olivier Gisbert, est-ce que le contact, cet équilibre entre le contact et la distance dont parlait Hubert Beuve-Méry que je citais tout à l'heure, est-ce qu'il est plus difficile à tenir, cet équilibre, dans les journaux de province, où il y a moins de médias, vous qui avez travaillé à la Provence et qui avez dirigé la province, ouais. En province, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'admire beaucoup les confrères parce que il y a, comment dire, finalement, il y a assez peu de monde et il y a peu de. Si vous êtes à Paris, il y a une telle diversité que bon, les choses sont faciles. C'est vrai qu'en province, il y a le maire, il y a le président du conseil régional, il y a le président du conseil départemental, et puis voilà, et puis il y a un peu l'opposition. C'est beaucoup plus compliqué. Je parle du journalisme politique même, mais ça peut très bien se faire en province aussi, parce que l'idée l'idée qu'on est perdant, si vous voulez, à partir du moment où on voit les gens, moi, je ne comprends pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je fais ce métier pour voir, pour comprendre, pour tirer les vers du nez, parce que c'est ça aussi, c'est tirer les vers du nez. Et tirer les vers du nez, il faut les voir. Sinon, vous serez... Et le portrait de quelqu'un qu'on n'a pas vu, c'est toujours aberrant. Déjà, quand on le voit et qu'on l'a vu beaucoup, il y a beaucoup d'erreurs, parce que ça, moi, je peux le dire en tant que biographe. Parfois, j'ai un peu honte de choses que j'ai écrites, que j'ai corrigées après, bien entendu, mais bon, parce qu'on est toujours un petit peu à côté, on a beau vérifier 50 fois ou 100 fois, il y a encore des erreurs. Alors, quand on ne l'a pas vu, alors là, c'est évidemment, c'est absurde, c'est absurde. Merci François-Olivier Gisbert. Je rappelle votre dernier livre paru consacré à Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour, et vous publiez le 4 novembre prochain le premier des 3 tomes de l'histoire intime de la Ve République chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci à vous. présence. Merci.